On écoute. Moi, je vais observer avec vous, j'imagine, très attentivement ce qui va se passer. Je prends ce qui s'est passé cet après-midi comme un essai. C'est-à-dire que les Iraniens rappellent qu'il y a un poste de péage et que qui cherche à échapper au poste de péage court des risques. Et vous avez raison, ils n'ont pas frappé un pétrolier. Moi, j'attends la réaction des Américains, puisqu'il y a un débat aujourd'hui. Pour les Iraniens, pour les Iraniens et les Omanais, ce passage doit être payant. Pour les Américains, et Donald Trump l'a répété là il y a quelques jours, c'est gratuit. Donc je voudrais savoir comment les Américains vont réagir, si cette pratique, si cet usage va durer dans le temps, sachant, Philippe Chalmin, que si quelques compagnies payent, toutes finiront par payer, à un moment ou à un autre. Ce qu'on peut dire là-dessus, Pascal, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de réaction américaine, et qu'en soi, c'est déjà une information, c'est-à-dire on sent une grande hésitation côté américain à considérer soit cette frappe comme un acte d'agression qui ne peut pas rester sans réponse, soit au contraire de faire un peu comme si, on n'a pas vu, et on continue, parce que on était bien parti vers une reprise du trafic et donc vers une accalmie sur les marchés. Mais si quelques navires payent, au passage, tous finiront par payer à un moment ou à un autre. L'Iran a frappé un navire qui tentait de traverser le détroit d'Ormuz en empruntant une route non approuvée et sans coordination avec l'autorité maritime iranienne. Le navire a ignoré plusieurs avertissements avant d'être attaqué sous le regard impuissant des États-Unis. L'Iran affirme que le détroit ne sera plus jamais comme avant et rappelle que tout transit doit se faire sur des routes désignées et avec l'autorisation de sa marine. Tout navire qui tenterait de passer sans autorisation s'exposerait à une intervention iranienne. Depuis cet avertissement, plusieurs navires ont fait demi-tour et évité le couloir maritime proposé plus au sud par Oman. De nombreux armateurs hésitent désormais à emprunter le détroit malgré les promesses d'escorte par Donald Trump. Ils ont peur. Pire, l'Iran prévoit de facturer des milliards de dollars pour le passage du détroit d'Ormuz. Vous rendez-vous compte que l'Iran cherche à imposer des droits de redevance qui n'existaient pas avant la guerre tandis que les États-Unis s'y opposent? Trump se félicite de voir le pétrole transiter à nouveau par le détroit, mais refuse d'ajouter que le seul itinéraire autorisé par le passage par le détroit d'Ormuz est celui annoncé par la République islamique d'Iran. Quelle tragédie. Ils ont sanctionné l'Iran pendant 45 ans. L'Iran a résisté. En retour, l'Iran a utilisé le détroit d'Ormuz comme levier sur le commerce mondial. L'Iran les a sanctionnés pendant 3 mois. Et les Occidentaux ont fini par baisser les armes et accepter des compromis. Quelle tragédie. Trump se bat pour un détroit qui a toujours été ouvert. Il se félicite de voir du pétrole transiter à nouveau par le détroit, alors que ce fut le cas bien avant la guerre. Une troisième fois. Quelle tragédie. Donc, le pilote américain a cru apercevoir un extraterrestre en Iran. Des drones en formation dite en méduse. À ce jour, les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran disposait de telle technologie. Cependant, certains rapports confirment que la Chine et la Russie seraient parmi les rares nations du monde, avec l'Iran, à maîtriser ce type de capacité et peut-être aussi la Corée du Nord. C'est quand même étonnant côté Occident parce que la Russie et la Chine disposent de technologies militaires avancées, souvent non médiatisées ou classifiées, conçues pour contrer les États-Unis et l'OTAN en cas de conflit futur. Ces systèmes peuvent potentiellement réduire la supériorité américaine en matière de projection de force, de satellites, de porte-avions et de frappes conventionnelles de précision. Le président Trump le sait très bien. Son service de renseignement le lui a rappelé peu après son arrivée au pouvoir. Les rapports des agences de renseignement sont clairs. La Russie ne mène pas la guerre en Ukraine à pleine capacité. Poutine l'a une fois de plus rappelé hier. La Russie conserverait environ 90% de son arsenal en réserve pour un éventuel affrontement contre l'OTAN. Une guerre OTAN-Chine-Russie ne ressemblerait en rien au conflit Ukraine-Russie ou États-Unis-Iran. Les Européens qui envisagent un conflit avec la Russie pour les années 2030 devraient y réfléchir très sérieusement. Vous n'êtes pas des Slaves et vous ne représentez pas un enjeu particulier pour la Russie, ni pour la Chine, ni pour la Corée du Nord, qui, attention, a signé un traité d'assistance mutuelle avec Moscou en cas d'attaque. Une intervention contre la Russie entraînera une réaction de la Corée du Nord. Il faut prendre conscience que vouloir affronter ce bloc est une démarche vouée à l'échec.
L'Iran de son côté dispose également de capacités militaires encore non utilisées en situation de guerre contre Israël. L'ampleur réelle de ces forces, notamment celles cachées dans ses installations souterraines, reste inconnue. Je l'ai dit le 28 février 2026 et je le répète aujourd'hui le 24 juin 2026. Lors des tensions, lors du conflit du 28 février, l'Iran a répondu de manière limitée et stratégique, sans engager tout son arsenal. Il a privilégié une approche d'échec géopolitique en jouant sur des leviers comme la menace dans le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb ou encore les câbles sous-marins. Face à cela, une escalade que Trump pensait acquise s'est finalement transformée en cauchemar géopolitique, en compromis, en négociation. Chers trolls, cessez d'observer les conflits sans toujours en comprendre la dimension stratégique. Les États-Unis souhaitent racheter la partie européenne du gazoduc Nord Stream à la Russie, afin de pouvoir ensuite revendre du gaz russe à l'Europe, mais à un prix encore plus élevé. Je rappelle simplement qu'il s'agit du gazoduc Nord Stream, dont une partie a été détruite en 2022 lors d'un sabotage attribué, selon Seymour Hersh, à une opération planifiée et réalisée par les services de renseignement américains afin de priver l'Europe d'un approvisionnement direct en gaz russe qui était moins coûteux. Pendant qu'on vous distrait avec des attaques de drones des Zelensky sur Moscou qui ne sont pas en mesure d'influencer la situation sur le front où les troupes russes libèrent territoire ou localité après localité, on est passé de « il faut affaiblir la Russie en sabotant les gazoducs » à l'idée de racheter les morceaux de ce gazoduc pour revendre ensuite du gaz russe à l'Europe, mais plus cher, avec marge, plus frais de transit sécurisés, plus conditions politiques. L'Europe qui a sacrifié des centaines de milliards en énergie chère, délocalisation industrielle et dépendance au GNL US-Qatar, se retrouve potentiellement à renégocier avec les mêmes qui ont aidé à tout casser, ceux-là même qui les ont plongés dans cette crise, dans ce chaos. L'Europe a suivi les sanctions américaines par soumission atlantique, a détruit sa compétitivité énergétique. Et maintenant, elle est coincée. Elle a perdu son autonomie énergétique et stratégique. L'Europe n'a plus de levier fort face à Washington et Moscou. Les drones ukrainiens de Zelensky font du spectacle. On vous distrait avec ces attaques. Mais l'Ukraine finira par capituler et ne récupérera plus les territoires déjà passés sous contrôle russe. C'est là le point principal et le plus important. Que restera-t-il de l'Ukraine, de son peuple, de ses ressources, quand la guerre sera terminée? Vous êtes débranchés de la Russie qui vous vendait un gaz moins cher pour demain racheter ce même gaz plus cher en passant par les Américains. Quelle honte!